Bonsoir et bienvenue à tous. Au dernier jour du sommet de Montpellier, Emmanuel Macron, le président français, a échangé avec des jeunes Africains. Ces derniers se sont exprimés sur des sujets variés, la France-Afrique, la question de la démocratie dans les États africains, le sort des migrants en Méditerranée, la réduction du nombre de visas pour les ressortissants du Maghreb, entre autres. Ces jeunes Africains originaires du Mali, du Burkina Faso, du Kenya, entre autres, ont interpellé et parfois sans ménagement le président français qui, à son tour, a répondu froidement aux critiques, faisant de temps en temps du conspiratisme. L'annonce d'un fonds d'environ 20 milliards de francs CFA pour l'innovation et la démocratie est considérée comme une marque forte de cette rencontre de Montpellier. Peut-on alors parler d'un sommet réussi? La modification de la formule société civile en lieu et place des chefs d'État africains est-elle à saluer? Au-delà de ce spectacle, le président français n'a-t-il pas un agenda caché en rapport avec la prochaine élection présidentielle en France? Et Achille Bembe alors, chargé d'organiser cette rencontre, peut-on dire qu'il a accompli sa mission? Quelles leçons peut-on tirer de ce sommet? Est-ce un tournant décisif pour les relations Afrique-France? Sinon, quels sont les moyens que l'Afrique doit développer pour se libérer du paternalisme français? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 le débat. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237, le débat ce soir, pour décrypter cette problématique, le docteur Achille Ebana. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci une fois de plus. Vous êtes enseignant de communication à l'Université de Douala et on vous lit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment les analyses que vous faites sur un certain nombre de questions d'ordre national et international. Merci d'être là. Merci. Docteur Philémon Moubeke, bonsoir. Bonsoir, Diola. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et c'est nous qui remercions Afrique Avenir, d'où vous venez, pour cette disponibilité à participer aux échanges. Vous êtes juriste de formation puisque vous avez soutenu récemment un PhD sur les questions de droit. Oui, histoire du droit des institutions. Histoire du droit et des institutions. Et voilà, vous êtes panafricaniste, j'aime bien le préciser. Pour ne pas dire égyptologue, en tout cas vous n'êtes pas égyptologue, vous êtes égyptophile. Je ne suis pas égyptologue, un peu panafricaniste en politique, mais ouais. J'inscris surtout ma pensée dans l'histoire. C'est-à-dire que je ne peux pas penser en dehors de l'histoire comme le font généralement les Africains. Parce qu'ils pensent en dehors de l'histoire, c'est pour ça qu'on les trompe tout le temps. Merci, docteur Moubeke, d'être venu sur ce plateau. Edmond Katé, bonsoir. Bonsoir Duval, merci pour l'invitation. Et merci d'être là, vous êtes économiste. Docteur Thierry Seyou, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. C'est moi. Vous êtes sociologue? Oui, sociologue politique. Et vous vous intéressez beaucoup aux questions d'histoire aussi? Oui, histoire, puisque ma thèse a eu un aspect un peu historique, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'appui en histoire. Pour expliquer le phénomène, il fallait rentrer dans le passé. Donc c'était un peu ça. Voilà. Et il y a quelque temps encore, vous étiez directeur des affaires académiques à l'ISTAM. Oui. Voilà. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Vous avez la parole, vous la gardez, docteur Étienne Seyou. Un sommet vient de s'achever en France. Le 28e sommet Afrique-France à Montpellier. On considère que c'est un tournant important dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, au regard, par exemple, du changement de formule opéré par le président Macron, qui en lieu et place des chefs d'État africains qu'il a l'habitude de convier, ou que le président français a l'habitude de convier à ces échanges, a préféré cette fois-ci discuter avec la société civile. On a vu des jeunes Africains, des entrepreneurs, architectes, étudiants, venus de différents pays d'Afrique pour échanger avec le président Macron. Pour vous, c'est un tournant? Bon, en partie, parce que déjà la formule de faire cela avec la société civile, c'est une innovation. Mais peut-on espérer des changements dans la réalité même de la France-Afrique et de ses impacts? Il faut peut-être douter. Parce que les enjeux sont énormes. Avec la Russie qui est en train de s'implanter en Afrique, on pourrait revenir à une sorte de guerre froide en Afrique. Mais la formule quand même peut être appréciée d'avoir convié les jeunes, parce que les jeunes sont ceux qui subissent
les effets de la politique de la France en Afrique. C'est les jeunes. Parce que les élites sont bien, sont dans elles ont tout, elles ont les moyens, elles ont le pouvoir, elles ont tout. C'est les jeunes. Quand une politique est mal menée, ce sont les jeunes qui subissent avec le chômage, avec la précarité. Voilà. Et donc, l'innovation du président Macron de convier les jeunes pour discuter avec eux, pour oui. vous. Oui, c'est une bonne idée. Ça ne peut pas passer inaperçu. Voilà, c'est une bonne idée. Docteur, sauf qu'on attend les effets. Oui. Alors, on reviendra sur les principales résolutions. Il faut rappeler qu'au terme, dans le CIA, en tout cas, en faisant le bilan de ce sommet, on va se rendre compte que Achille Mbembe, qui avait été chargé de l'organisation de cette rencontre, a produit un rapport avec des recommandations en 13 points. On reviendra là-dessus tout à l'heure pour analyser un peu le contenu de ces propositions et l'impact que cela pourrait avoir sur les relations entre la France et l'Afrique. Docteur Armand Ibana, vous êtes enseignant de communication, oui. Et c'est peut-être cette casquette que je vais solliciter pour comprendre d'abord sur la dénomination sommet. Est-ce que c'était véritablement un sommet? On peut dire que c'était un sommet. Ça dépend de ce qu'on met dans le terme sommet. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à des choses plus importantes. Parce qu'à ce niveau, il faut bien comprendre l'homme Macron avant de pouvoir décrypter pourquoi il y a eu ce sommet. Si vous regardez bien, quand il arrive au pouvoir, il a un peu la posture de Sarkozy, la remise en cause de la France-Afrique. Mais on s'est quand même rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas aussi vrai. C'est une façon pour ces présidents-là, généralement, de capter la population africaine qui est assez importante aujourd'hui en France. Maintenant, on a vu tout au long de son parcours qu'il n'a jamais été cohérent vis-à-vis de lui-même. En même temps qu'il donnait l'impression de s'adresser aux jeunes africains, mais en même temps, il avait l'impression de pouvoir préserver certains précarés de cette France-Afrique. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait bien se poser la question, que veut Macron? Et vous voyez bien, comme le collègue l'a si bien rappelé, il y a le problème russe. La Centrafrique avait un certain nombre de problèmes liés à la guerre. Aujourd'hui, elle n'est pas totalement stabilisée, mais grâce à l'aide russe, elle est pratiquement à 80-90% stabilisée. Vous allez prendre un pays comme le Mali. Depuis que le Mali a reçu un certain nombre d'équipements, on voit quand même que les militaires maliens essayent de répondre sur le terrain de façon positive. Et vous voyez bien que RFI, je cite bien, est en train de vous montrer comment les Maliens, les soldats maliens font des exactions au nord du Mali, alors que Barkhane est en train de partir. Donc tout ça démontre à suffisance que Macron souffle entre le chaud et le froid. C'est ça toute la problématique. Qu'est-ce qu'il veut? Si vous n'êtes pas fidèle comme Ouattara, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien vous débarquer, il faut trouver d'autres alternatives. Et moi je pense que à la fois Macron, c'est continuer à faire asseoir la posture de la France, même si on va l'édulcorer d'une certaine façon. Vous avez vu comment il a convoqué les présidents du G5 Sahel en France, tout simplement sur un ton autoritaire, comme s'il s'adressait à des gamins. Et ça, le problème ici, c'est que la France, les jeunes africains refusent aujourd'hui cette posture paternaliste et veulent à tout prix qu'on coupe le Rubicon. Et donc, à partir de ce moment-là, Macron essaie donc de récupérer cette fronde qui est en réalité contre la France pour dire « je peux accompagner le mouvement ». À l'intérieur des pays africains, on n'a plus besoin de ces apparatchiks qui ont mis parfois 40-50 ans au pouvoir et qui en réalité n'arrivent plus à apporter des solutions à un certain nombre de préoccupations. Et en même temps, ces jeunes-là veulent en découdre avec ces personnes-là, sans toutefois avoir un appui de la France, parce que sinon, on va changer pierre pour mettre Paul et les mêmes vont recommencer. Et c'est pour ça que moi je dis que, et de la dernière chose, vous avez vu comme moi, Zemmour aujourd'hui
est en train de prendre l'espace dans la droite française. Et Macron, qui, en arrivant au pouvoir, était pratiquement au centre, il avait siphonné les voix de la droite et les voix de la gauche, a des problèmes au niveau de sa droite. Il essaie aujourd'hui de jouer le Sarkozy, mais ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc être anti-Zemmour en cherchant à siphonner les voix des Africains français. Et donc, à partir de là, on peut avoir beaucoup de pistes de lecture pour démontrer que ce sommet peut aussi être une action marketing, tout simplement. Et donc, c'est une analyse qu'il va falloir creuser parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de personnes qui pensent que cette rencontre organisée par le président français qui a, dans son casting privilégié les jeunes Africains, vise à faire, c'est un appel du pied pour les Africains qui représentent quand même autour de 7 millions dans l'électorat français et qu'il va falloir bien évidemment compter avec cela dans la perspective de face à face avec la droite française, l'extrême droite française. Il faut faire très attention. La question que je vais vous poser, pourquoi elle n'a pas fait appel aux jeunes Arabes du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient? Ces pays-là ne sont pas autant démocratiques que l'Afrique. Parfois, je peux dire qu'au Cameroun encore, on peut dire 2 ou 3 choses sans être inquiété aujourd'hui, mais dans ces pays-là, forcément, si vous dites quelque chose qui va à l'encontre du pouvoir, on vous exécute très rapidement. Mais pourquoi est-ce que vous voyez bien que ces gens, nous, de Solid d'Alliance avec des gens du Golfe et autres, mais en Afrique, on nous infantilise toujours? Bon, c'était un sommet France-Afrique. Alors, Dr Philémon Obeke, oui. On est là dans une nouvelle dynamique des rapports entre l'Afrique et la France avec cette formule proposée par Emmanuel Macron à Montpellier. Vous vous rappelez très bien que sur notre plateau, je vous avais indiqué que la France n'avait pas grand-chose à offrir à l'Afrique. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est plus riche que vous. L'Afrique, d'un point de vue du PIB, est plus riche que la France. D'un point de vue démographique, l'Afrique est plus peuplée que la France. D'un point de vue de l'occupation du territoire, le territoire africain fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique a des ressources, la France ne peut rien offrir à l'Afrique. Ça, c'est la vérité. Partant de cette vérité, il faut dire une seconde vérité. Cette vérité est que la France n'est pas une puissance post-coloniale. C'est la colonie qui a construit la France. D'abord, ça a commencé avec le système de la plantation, avec l'esclavage. Si vous enlevez les acquis de l'esclavage et de la colonisation, vous n'avez pas de France. Ça fait donc qu'aujourd'hui, même la puissance que la France a, c'est par rapport aux Africains. Ou alors c'est sur le dos des Africains. Si la France a encore une place aujourd'hui au Conseil de sécurité, c'est pas simplement parce qu'elle a l'arme nucléaire, c'est aussi parce qu'elle a derrière elle toutes les voies des pays africains qu'elle a colonisés. Elle a derrière tout un empire. On va prendre la phrase du général de Gaulle. C'est pour ça que j'ai dit que la France n'est pas une puissance post-coloniale. Vous ne pouvez donc pas demander à une puissance qui n'est pas une puissance post-coloniale de décoloniser. À titre de comparaison, l'Allemagne est une puissance post-coloniale qui a bâti une économie solide et qui peut aller à la compétition des nations. Si la France perd les colonies, ce n'est pas moi qui le dis, Jacques Chirac l'a dit, Sarkozy l'a dit, même Mitterrand l'a dit, la France n'aura pas sa place au Conseil des Nations. Il faut donc faire... Autrement dit, le sommet France-Afrique pour vous, non? C'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique, pourquoi? Parce que, d'un point de vue du fond, la France ne peut pas sortir le chèque. Ils n'ont pas les moyens. Quand la Chine réunit les Africains, la Chine peut sortir un chèque et dire « Ok, je vous finance à hauteur peut-être de 120 milliards d'euros ». La France ne peut pas signer un tel chèque. Mais on vient d'apprendre là que dans les propositions faites par Achille Mbembe, oui. Il y a un fonds de l'innovation pour la démocratie. Oui, mais c'est combien le fonds? 30 millions d'euros, ça ne fait même pas 1 milliard d'euros. Non, ça fait environ 20 milliards de francs CFA. Mais c'est rien, même le Cameroun peut mobiliser 20 milliards de francs pour financer la démocratie. Sinon, on aurait fini avec le stade Olembe, entre autres. Oui, bon, soit dit en passant. Si vous permettez. Oui. Mais le sens de mon propos était de dire que la France ne peut pas aussi financer la démocratie parce que d'un point de vue historique, la France n'a pas été du côté de la démocratie en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit que nous ne devons pas réfléchir en dehors de l'histoire. Je prends 2 exemples pour illustrer mon propos. Lorsque les Maliens ont mis au pouvoir
Moussa Traoré, dans le but de construire un État fort, une armée forte pour l'indépendance réelle du Mali. Qui a débarqué Moussa Traoré du pouvoir? C'est la France. Donc vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, parce qu'il vous signale dans un courrier qu'il va fermer la base de l'armée française au Mali, vous le débarquez. Je ne sais pas si c'est ça la démocratie. Ça, c'est d'un. De deux, je ne sais pas si vous avez lu le dernier ouvrage de Sarkozy, où il s'en vante d'avoir débarqué Gbagbo. Il ne dit pas que Gbagbo a perdu les élections. Il ne le dit pas. Il s'en vante que la France a tout manigancé pour débarquer Gbagbo et mettre leur protégé au pouvoir. À partir de là, montrez-moi où est la démocratie. Et comment voulez-vous que quelqu'un comme ça vous dise qu'à partir d'aujourd'hui, il va financer la démocratie? Pourquoi il n'a pas financé hier? Notre relation avec la France n'a pas commencé aujourd'hui. Je voulais qu'on se comprenne bien. Donc ça, c'est la première réaction que je peux avoir. Mais pour chuter, puisqu'on doit chuter, moi je vois, l'opportunité de réunir la société civile africaine au moins à deux niveaux. Premièrement, le grand frère a parlé de ce point. Il s'agit de préparer les élections et de s'adresser à la diaspora africaine qui vient en France. Mais il y a aussi un autre degré qu'on ne doit pas oublier, c'est que à partir de 2022, non seulement il y a la présidentielle, mais la France va prendre la tête de l'Union européenne. Et je parie que dans ce cadre, la France va convoquer un sommet Union européenne-Afrique. Dans un cadre global, puisque là, l'Union européenne peut sortir le chèque. La France ne peut plus le faire parce que la France n'a pas les moyens. Elle sera ridicule de réunir les chefs d'État africains alors qu'elle n'a rien à offrir, sinon des beaux discours. Dernièrement, elle a réuni dans le cadre des fonds débloqués par la Banque mondiale et le FMI, mais ce n'est pas elle qui a débloqué les fonds. C'est pour vous dire que la France n'a pas les moyens de sa politique et elle ne peut pas aider l'Afrique puisqu'elle est plus pauvre que l'Afrique. Donc c'est mon propos. Edmond Kati, sur le développement que fait le docteur Moubeke, on voit que là, il est même déjà dans les perspectives, puisqu'il dit que dans le prochain... C'est vrai que la France prend la tête de l'Union européenne très bientôt, et il dit que probablement, il va avoir un sommet Union européenne-Afrique, et que peut-être au cours d'une telle rencontre, on va avoir la possibilité de mobiliser plus de moyens financiers pour l'Afrique et régler un certain nombre de questions. Peut-être que ça lui permettra en même temps aussi de remettre à jour ses rapports avec les chefs d'État africains, puisque visiblement, avec ce sommet de Montpellier, il y a beaucoup de grincement dedans du côté des chefs d'État africains qui se demandent bien quel est le projet d'Emmanuel Macron. Vous, quelle est votre lecture de ce sommet, de ce changement de paradigme opéré par Macron par rapport aux relations entre l'Afrique et la France? Non, déjà, il faut être très sincère pour dire qu'il ne s'agit pas d'un changement de paradigme. Non, il s'agit d'un changement d'acteur et de méthode. Vous savez, chaque fois, il faut faire l'historicité des relations entre la France et l'Afrique, n'est-ce pas, pour comprendre qu'à chaque fois, l'objectif est resté le même, mais lorsque les méthodes et les acteurs sont frappés du sceau de la vulgarité, il faut les changer. C'est ça dont il est question. Il faut rappeler dans quel contexte le sommet a été organisé. Le sommet est organisé dans un contexte où la France voit une montée en puissance d'un sentiment, ce qu'ils ont appelé le sentiment anti-français. Et ils ont ciblé, n'est-ce pas, le noyau, je veux dire le foyer de cette montée en puissance du sentiment français. C'est la jeunesse africaine. Et ça, c'est suite à un travail qui est abattu depuis longtemps par, n'est-ce pas, des jeunes panafricanistes africains qui dénoncent, qui mettent, n'est-ce pas, sur la table, qui mettent à jour un certain nombre de tares et d'avatars, n'est-ce pas, qui ont toujours teinté, ou si vous voulez, les relations entre l'Afrique et la France depuis les années d'indépendance au moins. C'est-à-dire si on ne prend le référentiel que depuis les années d'indépendance. Et donc, à partir de ce moment, on peut se poser, on peut questionner un peu d'abord ce sommet sur la forme. Qui a choisi les interlocuteurs? C'est pour ça qu'il pose la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on parlait véritablement d'un sommet? Puisqu'en règle générale, on a parlé de sommet, on voyait un chef d'État avec d'autres chefs d'État. Mais ici, on a affaire à un chef d'État qui a convoqué des jeunes qui, pour beaucoup, en réalité, n'étaient pas suffisamment représentatifs. En tout cas, qui n'ont reçu aucun mandat pour parler au nom de l'Afrique. C'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, je reste dans l'analyse de forme.
pour dire que quelle a été la critériologie de select ou alors de sélection des jeunes qui devaient aller parler au nom de l'Afrique. C'était quoi? Ce n'est que les ambassades de France, n'est-ce pas, dans les 12 pays qui étaient représentés. Ce n'est que l'ambassade de France qui connaît sur quels critères ils ont sélectionné les gens. Même vous-même, brillant journaliste, si je vous demande combien de Camerounais elle a sélectionné et sur quelle base, vous ne le direz pas. Et Achille Bembe était chargé de faire ce travail, il a fait le tour du continent. On reviendra sur le cas Achille Bembe. C'est un grand frère pour qui nous avons beaucoup de respect, mais qui est allé un peu brader tout ce qui nous restait un peu de dignité. Et là, je dirais, la France a réussi son jeu. C'est Achille Bembe qui n'a pas compris les enjeux. Mais la France a réussi son jeu et je vous expliquerai pourquoi. Alors, pour rester toujours sur la forme, et donc voilà, la France constate justement qu'il y a une montée en puissance, n'est-ce pas, d'un sentiment anti-français, ce que nous appelons le sentiment pro-africain. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un duel où les Africains estiment que leur avenir est hypothéqué, n'est-ce pas, par ces relations incestueuses entre la France et l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment, les problèmes sont clairement identifiés. Les problèmes entre la France et l'Afrique sont clairement identifiés. Du moins, on peut les poser de cette façon. On peut les catégoriser de cette façon. D'abord, la non-ingérence de la France dans les problèmes politiques, n'est-ce pas, africains, qui passe par le choix et l'adoubement des dirigeants africains. Ça passe par là. De deux, il y a également le problème, n'est-ce pas, des accords, la remise à plat des accords, n'est-ce pas, de coopération entre la France et l'Afrique, signés avant les indépendances. Je dois vous rappeler que pour le cas du Cameroun, par exemple, les accords de partenariat monétaire et économique ont été signés en 1958 et le Cameroun était représenté par 2 Français. Et c'est à travers ces accords que vous avez encore une bonne partie des propriétés africaines qui, n'est-ce pas, sont des propriétés françaises. Pour le cas de la Centrafrique, de l'AEF par exemple, il est dit dans ces accords que, n'est-ce pas, à partir de à 20 mètres au-delà du sous-sol, tout ce qui est là est une propriété française. Et donc, le pays ne peut pas l'exploiter sans l'aval prioritaire de la France. C'est pour ça que vous avez beaucoup de matières premières qui continuent d'appartenir aux Jouks. En Afrique, on n'exploite pas sans que la France n'ait donné son aval. Il y a également la question des bases militaires françaises en Afrique. Voilà les catégories, voilà les problèmes. Et donc, vous voyez que toutes ces questions-là relèvent de 3 points. Ça relève de l'indépendance africaine. Une parenthèse, peut-être. Oui, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre raisonnement. Sur la question, par exemple, des interventions militaires françaises, puisque la question a été évoquée par un jeune Africain. Ouais. Vous avez écouté la réponse du président Macron qui a dit, écoutez, c'est vous qui sollicitez nos interventions et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Comme pour dire que le jour où vous ne voudrez plus de nous, on ne sera plus là. Oui, mais il n'est pas sincère. C'est pour ça que moi j'ai baptisé ce sommet-là le Montpellier Comedy Show. Pour moi, c'était un show qui a été organisé et dont seule la France connaît les objectifs. Tout ce qui est annoncé de manière adjacente, c'est pour vous. Si vous voulez, vous y croyez. Si vous voulez, vous n'y croyez pas. La France a ses objectifs qu'elle veut atteindre. Et là, j'ai entendu le grand frère parler, questionner la politique de M. Macron. Non, il s'agit de questionner plus fondamentalement la politique française en Afrique. Parce que c'est une continuité. Si on parle, n'est-ce pas, quand nous avons commencé par décrier, n'est-ce pas, ce sommet, les gens ont dit que non, vous allez trop vite en besogne, donnez une chance laissez faire. On va faire le bilan. Je leur ai dit, je prends pour référentiel la question de la démocratie en Afrique, puisqu'il s'agit de ça, le fameux fonds de 30 millions, c'était justement pour redynamiser la démocratie en Afrique. Le premier et le plus beau discours tenu sur la démocratie et le pluralisme en Afrique, c'était à la Bolle en 90, tenu par Mitterrand. Vous savez, le problème en Afrique, c'est que nous accordons trop d'importance à l'émotion et au sentiment. Nous croyons à trop de choses. C'est-à-dire nous sommes trop émotifs. C'est, comment vous l'appelez, le Sénégalais qui disait Senghor, qui disait que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Et c'est vrai, l'émotion est nègre. Parce que quand j'ai vu les scènes de théâtre qui se sont développées à Montpellier, et les Africains ont cru, ils ont même cru à tout ce qui a été dit là-bas, je leur ai dit, mais attention, après le discours de la Bolle, tenu par Mitterrand, si vous allez resuivre ces discours sur la démocratie, le pluralisme, la liberté d'expression, 3 ans après, c'est le même Mitterrand qui, à travers la société Elf,
au Congo, alors que Pascal Lissouba avait gagné les élections démocratiquement. C'est M. Mitterrand qui, à travers ELF, à l'époque dirigé par Loïc Lefort-Prigent, qui finance, n'est-ce pas, M. Sassou Nguesso, pour qu'il lui donne les armes et l'argent, c'est-à-dire financement et logistique, pour aller débarquer Lissouba qui avait été, n'est-ce pas, élu démocratiquement. Et aujourd'hui, entre 90 et 2000... Donc c'est les sociétés de gardiennage. Vous pouvez le dire, mais il est acté, il est documenté que parce que Denis Sassou Nguesso avait été financé par ELF, l'argent transitait par le Gabon à travers Omar Bongo, et c'était Loïc Lefort-Prigent lui-même, c'est lui-même qui le déclare. C'est lui qui était chargé, n'est-ce pas, de coordonner tous ces mouvements et de financer. Alors, nous avons envie de nous poser la question aujourd'hui, parce que vous vous souvenez, après le discours de la Bolle, c'était partout. Il faut rappeler que le discours de la Bolle, c'était désormais, vous ne pourrez plus bénéficier de quelque aide que ce soit si vous ne montez pas de blanche en matière de démocratie, liberté et droits de l'homme. De pluralisme politique, de liberté d'expression et de tout. J'ai envie de poser la question, 30 ans après, entre 90 et 2020, ça fait presque 30 ans, c'est ça? 30 ans après, tous les chefs d'État qui étaient à ce sommet, pour certains, ils sont morts au pouvoir, remplacés par leurs fils. Je parle de Bongo, je parle de Yadema. Ils sont morts au pouvoir, remplacés par leurs fils. Pour d'autres, ils sont encore au pouvoir. Vous les connaissez tous. Et 30 ans après, qu'est-ce que la France? Il y a une continuité. L'Afrique, la France n'a pas intérêt à ce qui est démocratique, à ce qui est démocratie dans son précaré, parce que la France doit continuer de choisir ceux qui doivent présider aux destinées de notre pays pour garder le contrôle sur ses intérêts en Afrique. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, après l'analyse des demandes qui a été, donner peut-être raison au président Macron? Lorsque vous écoutez les échanges entre le président Macron et les jeunes Africains, lorsqu'ils interrogent le président Macron sur un certain nombre de questions, il y a la question par exemple des chefs d'État africains qui sont au pouvoir ad vitam aeternam, il y a la question de la France-Afrique, la question des interventions militaires en Afrique. Lorsqu'on écoute les réponses du président Macron, sur la question par exemple des interventions militaires, il a indiqué que cela se fait sur la demande des États africains. Et sur la question par exemple des chefs d'État africains qui sont au pouvoir pour l'éternité, il a répondu que l'Afrique a une population essentiellement jeune et que, de son point de vue, il n'arrive pas à comprendre pourquoi une population aussi jeune continue à garder au pouvoir des vieilles personnes. Comme pour dire que, en fait, vous ne devez en vouloir qu'à vous-même. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas quand même un soupçon de vérité de la part du président Macron qui renvoie les Africains à leur propre responsabilité? Oui, effectivement, il a raison, même si ça doit nous faire mal, mais c'est la réalité. On se libère soi-même ou jamais. Je crois que c'est Benjamin Domolé qui le disait. Donc, les Africains doivent prendre en main leur destin. Mais le problème, c'est que nous sommes beaucoup ignorants de notre histoire, de tout ce qui s'est passé. Si on demande à un jeune Africain, la France-Afrique, c'est quoi? Ça a commencé quand? Il ne peut pas vous dire. Il ne connaît pas les mécanismes, il n'en connaît pas les structures, le fonctionnement. Donc, la connaissance précède la lutte de libération. Vous ne pouvez pas vous libérer si vous ne connaissez pas votre propre histoire. Tous les pays du monde qui ont eu se libérer, la Chine et tout ça, là, ont d'abord fait une opération de changement d'autoconversion, d'apprentissage, de connaissance, d'éducation. Ce qu'on appelle en Chine la révolution culturelle, changer les mentalités. Donc il y a ça. Donc la réalité va nous pousser l'arrêt va nous pousser à aller vers ce destin-là de libération. Et on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Monsieur Macron est réaliste. La France n'est pas en Afrique pour les Africains. Elle est là pour ses intérêts. Quand les Africains comprendront ça, le problème va se résoudre seul. Alors maintenant, quand vous dites qu'il faut que les Africains prennent leurs responsabilités en main, parce que c'est le message qu'il tient. Oui. Et c'est un message pour lequel vous êtes d'accord. Oui. Mais maintenant, la question qui se pose très souvent lorsqu'on évoque cette théorie-là, c'est la question des rapports de force. Oui, les rapports de force. J'ai dit tout à l'heure que c'est à nous de le faire. Oui. Mais pour le moment, on ne semble pas prêt. Il faut d'abord une éducation. La masse est encore ignorante. Beaucoup d'Africains trouvent que c'est normal qu'on soit là où on est, ne savent même pas comment on est arrivé là où on est. Donc il faut bien comprendre le mécanisme. Et bon, cette même France qui dit que nous devons prendre nos responsabilités, c'est la même France qui développe des mécanismes où nous maintenons dans l'ignorance. Par exemple, l'histoire du Cameroun.
La France détient beaucoup d'archives, beaucoup de documentation sur notre histoire qui pourrait permettre à ce que nous sachions les véritables choses qui sont passées chez nous, mais elle détient cela. Le système éducatif est tout détenu de l'extérieur. Donc il y a en même temps un mécanisme qu'on appelle chez nous en sociologie les mécanismes subtils de domination qui font qu'il faut pousser le dominé à accepter sa propre domination comme légitime, comme normale. Et c'est la situation dans laquelle se trouve l'Africain. Il trouve normal que là où il est, c'est normal. Il ne comprend pas qu'en fait, il est victime d'un système qui allie à la fois la puissance coloniale et le dirigeant positionné par la puissance coloniale à travers un système éducatif et culturel qui contrôle sa mentalité. L'Africain se voit comme quelqu'un qui est nul, faible, qui n'arrive à rien. Dès qu'on le positionne devant un blanc, il se sent inférieur naturellement, même sans compétition. Donc ce sont ces schémas-là qu'il faut enlever de la tête. C'est des révolutions culturelles. Pour qu'on comprenne que nous aussi, nous pouvons faire ce que le blanc fait. Regardez aujourd'hui dans le football. On ne peut plus dire comme en 90 que les blancs sont supérieurs en football. Quand Lyon partait jouer en 90 contre le Nigeria, qui croyait qu'on pouvait gagner? On ne savait pas qu'un noir pouvait battre un blanc en football. Mais aujourd'hui, les meilleurs les Africains s'affirment en football un peu partout. Ça veut donc dire que si nous sommes placés dans le même contexte que les autres, on fera pareil. Il faut donc faire reculer l'afro-pessimisme. Il faut travailler sur les révolutions culturelles, modèle chinois, pour permettre de relancer la machine. C'est vrai que vous allez un peu plus vite sur les solutions. Vous voulez terminer? Oui, je vais terminer. Donc, si nous attendons que la France vienne démanteler les bases militaires, nous attendons longtemps. La clé de la puissance de la France en Afrique, ce sont les bases militaires. Parce que ce n'est pas l'armée qu'on tient un pays. Parce que ces bases sont là pour contrôler, destituer les chefs d'État qui ne veulent pas marcher dans son... Qui ne veulent pas fonctionner en bonne intelligence. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Quand un chef d'État ne plaît plus à la France, voilà, c'est le rôle des bases militaires. Et aussi pour empêcher les rébellions qui peuvent se lever contre un chef d'État que la France soutient. Donc c'est ça le rôle des bases militaires. Avant de rentrer dans l'analyse des ressources qui sont les nôtres et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour orienter notre développement en dehors du paternalisme français, Dr Ibana, il y a quand même cette dernière question que je voudrais poser sur le premier volet de l'analyse de cette problématique-là. C'est en rapport avec la question Edmond Keté tout à l'heure a démontré que c'était un sommet, une sorte de comédie show qui était organisé. Mais on a quand même vu que, au-delà des propositions qu'il a battues en brèche et qu'il a écrasées très rapidement, il y a quand même des choses importantes. On a appris que le président Macron a annoncé, par exemple, qu'il va restituer à Côte d'Ivoire le tambour parleur, entre autres. Il y a un certain nombre de choses de déclarations qui ont été faites et qu'on ne peut quand même pas balayer comme ça d'un revers de la main, non? Vous avez peut-être raison, mais je vais vous poser Kizerbo vous dit clairement que si vous dormez sur la naine de quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous dormez par terre. Alors, si c'est la France qui vient nous dire ce que nous devons faire, il y a un problème. Et c'est ça que M. Kouyaté a dit clairement. Il y a un problème fondamental. Et je suis d'accord avec le collègue qui pense qu'il faut d'abord décoloniser même notre façon de penser et notre façon d'appréhender le monde. Et les Sud-Américains l'ont fait à travers l'école du CEPAL. On voit aujourd'hui ce que l'Amérique du Sud est en train de faire. Ils ont réussi à ne plus dépendre, à couper le lien de dépendance vis-à-vis de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que les États-Unis aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de tous ces coups d'État au Nicaragua et autres. Il faut donc revenir, est-ce que le sommet, ça je réponds à votre question, à France-Afrique ou Afrique-France était important pour nous? Non. Regardez comment les Camerounais, autant pour moi les Africains, essayent de penser ce sommet et on aboutit à quoi? Vous voyez bien que tous ceux qui soutiennent la thèse, la vision de Bembe, sont aujourd'hui en train de crier à la haine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des éléments pour pouvoir remettre en cause, pour pouvoir objecter et démontrer que Bembe avait raison. Pourquoi? Bembe, c'est l'une des personnes qui nous ont amenés à croire qu'on peut sortir, comme il a dit, de la grande nuit. On peut sortir de cette vision des choses. Et c'est Mbembe aussi qui nous a dit
qui nous a parlé du brutalisme, son dernier ouvrage. Or, le rapport à l'autre est toujours conflictuel, si on s'en tient à Sartre. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous imposer par vous-même, c'est pour ça que je vous ai dit, et je suis d'accord avec M. Kouyaté, Macron s'est rendu tout simplement compte qu'il y avait un sentiment anti-français. Les Africains n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Et d'un côté, il y a des chefs d'État africains qui ont mis plus de temps au pouvoir et certains commencent donc à vouloir s'émanciper. Vous prenez un jeune chef d'État comme celui de Centrafrique qui a quand même réussi un coup de force à se représenter et à gagner les élections malgré la France et a réussi à ramener la Russie dans le giron du précaré français parce qu'on sait tous que la RC a été la propriété de la France. Et donc à partir de ce moment-là, vous voyez bien que Macron joue sur plusieurs tableaux internes, au niveau interne, mais aussi au niveau même des relations. Il y a la Chine qui se positionne, il y a la Turquie qui se positionne, et comme il l'a dit, la France n'a pas les moyens. En réalité, on peut dire que la France se sert de nos moyens pour mieux nous conquérir. Et si on ne comprend pas ça, on va toujours continuer à se faire flouer. Je préfère utiliser ces termes-là pour que les masses puissent nous comprendre. Il est question de nous dire le sommet France-Afrique, en réalité, nous montre tout simplement comment l'Île-de-France essaie de muter, essaie de se vêtir d'autres oripeaux et essaie donc, dans tous les cas, de pouvoir nous faire un coup de marketing tout simplement. Il est question d'être toujours en position de force. Est-ce que je peux gagner au niveau de la France en tant qu'au niveau interne, en siphonnant les voix des Africains à quelqu'un comme le candidat de Bolloré? Oui, il peut jouer là-dessus. Est-ce que je peux reprendre la fougue de la jeunesse africaine à mon compte? Lui, il peut surfer là-dessus et chercher donc quelque part à prendre d'autres personnes qu'on va remettre plus neuves, qu'on va remettre et en édulcorant tout simplement des relations, mais fondamentalement, rien n'aura changé. C'est important pour Macron. C'est important pour Bembe, certainement, parce qu'il est entré dans l'histoire, alors qu'il était même déjà dans l'histoire avec tout ce qu'on connaît. C'est important pour certains jeunes Africains qui ont été vus sur la place mondiale africaine. Mais est-ce que c'est fondamentalement important pour les Camerounais ou pour les Africains en général? Je pense non. Regardez tout simplement que ce sommet en réalité ne dit rien à personne. On en parle et tout le monde ici a presque la même position. Personne ne viendra nous sauver. La France n'est pas Jésus-Christ quand même. Jésus-Christ lui au moins avait des pouvoirs surnaturels. Je ne suis pas historien comme certains, mais il a pu sauver le peuple juif ou alors d'autres personnes. Je pense qu'ici, la France, on peut s'en débarrasser si on veut se donner les moyens. Et on a une jeunesse pour ça. Justement, essayons d'analyser ces moyens, Dr Philémon Moubeke. On a bien vu qu'au finish, en vous écoutant, il n'y a rien à attendre. D'ailleurs, Edmond Kouyaté tout à l'heure est revenu sur une autre expérience vécue en 89-90 avec le discours de la Baule. Au sortir de là, tout le monde était content. On savait que les choses iraient nettement mieux. Il a rappelé que moins de 3 ans après, en 92, en tout cas, on a bien vu que le président Lissouba, qui avait gagné l'élection de façon démocratique, a été renversé quelques temps après au profit du président Sassou, qui est revenu au pouvoir. C'est peut-être l'exemple qu'il a pris. Il y a peut-être 2 exemples sur lesquels on revient. Alors, maintenant que nous avons fait le constat que la situation est telle que nous la décrivons et qu'il va être difficile de compter sur l'ancienne métropole pour pouvoir orienter nos développements, il nous reste maintenant à scruter les moyens qui nous restent. La première question que je pose est-ce que nous avons ces moyens? Est-ce qu'il y a des repères historiques? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de penser que cela est possible? Parce qu'il a évoqué tout à l'heure un élément sur l'afro-pessimisme.
Comment déconstruire d'abord cet afro-pessimisme et donner la possibilité aux jeunes Africains de savoir qu'ils sont en mesure de réussir le challenge? Merci pour la question. Je commencerai mon propos d'abord en revenant sommairement sur la remarque que vous avez faite sur la démocratie et la France. Je vous ai dit que la France ne croit pas en la démocratie. C'est-à-dire, du moins, pas en Afrique, peut-être chez elle, mais pas en Afrique. Et on peut multiplier les exemples. Bon, on resterait là à multiplier toute la journée des exemples. Mais je voulais dire une chose. Si on parle même de démocratie, au nom de quel principe démocratique Macron s'adresse-t-il aux Africains? Il a été élu par qui? Qui a mis Macron au pouvoir pour parler au nom des Africains ou alors pour parler à la jeunesse africaine? Si Macron parle à la jeunesse africaine, c'est parce qu'à un moment donné, par les voies de fait, c'est-à-dire par la colonisation, qui est un crime contre l'humanité, ils ont pris possession de nos territoires. Donc ils se fondent donc sur ce fait pour continuer à parler. Donc ça veut dire que le sommet lui-même est antidémocratique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il n'est pas légitime. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'a pas qualité pour parler à la jeunesse africaine. Macron doit parler à la jeunesse française. Il a été élu pour ça. Et nous autres Africains, nous devons faire attention à, à qui nous prêtons notre attention. Parce que sur l'Afrique, n'importe qui peut se lever, il dit n'importe quoi. Non, pas ce temps à réagir. Et tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes un peuple dominé et soumis. Et ce qui nous reste à faire, c'est de protester. N'importe qui prend la parole et parle, même si on ne devait même pas prêter attention, on prête attention. Alors qu'il n'est même pas légitime pour parler de l'Afrique. Un, il n'est pas africain. Deux, il n'a même pas été élu par un Africain. Il n'a même pas une épouse africaine. Ou alors des enfants qui ont du sang africain. Mais au nom de quoi il va parler de l'Afrique? Ça n'a même pas de sens. C'est antidémocratique. Donc il ne peut pas faire un fonds pour financer la démocratie, alors que lui-même il est antidémocratique. Le sommet est antidémocratique. Ça, c'est deux. De deux, la France nous domine parce que, comme toutes les puissances, ils ont une armée forte. Vous devez comprendre une chose, il n'y a pas de pouvoir politique sans pouvoir militaire. Pourquoi? Depuis l'Antiquité, on a retenu que le pouvoir est au bout du fusil. C'est pour ça qu'ils maintiennent les bases chez nous. Et c'est pour ça que nous, Africains, nous devons construire, d'un point de vue militaire, des armées de premier plan. C'est-à-dire pas des armées juste pour mater l'opposition, pour réprimer les marcheurs, ceux qui marchent dans la rue, ou alors pour emprisonner et intimider les populations. Non, nous devons bâtir des armées pour affronter quiconque veut envahir notre territoire. On peut envahir notre territoire de manière directe par une guerre, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils ont fait en Libye. Mais ils peuvent aussi envahir notre territoire, comme ils font au Mali. Ils veulent diviser le Mali en deux pour avoir le contrôle des ressources du nord du Mali. Sachant que le gouvernement de Bamako n'est plus sensible à leur doléance, il faut mettre donc un gouvernement fantoche chez les Touaregs, l'État de l'Azawad. C'est un projet français, ce n'est pas un projet malien. Maintenant donc, comment donc occuper militairement le territoire? On finance quelques djihadistes là, ils se mettent à danser. On justifie donc, on trouve la Libye pour envoyer des soldats. Et venir, en réalité c'est le pompier pyromane, en réalité, il faut comprendre ça. Et c'est pour ça que vous ne devez pas lire de manière séparée les événements qui se passent au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Cameroun avec Boko Haram, et même peut-être au sud-ouest. Ce qui se passe au Mozambique, ce qui se passe en RCA, ça participe de la même finalité, la reconquête du continent. Et pourquoi ça se passe? Parce que nous n'avons pas d'armée. Les Africains n'ont pas compris que le pouvoir est au bout du fusil. Quand vous voyez les Iraniens se donner les moyens pour avoir une bombe atomique, vous pensez qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils savent que la bombe atomique et l'armée, c'est la condition de leur indépendance. Il n'y a pas d'indépendance sans pouvoir militaire. Tu vas même très loin sans te couper. Oui. Le Rwanda aujourd'hui qui intervient au Mozambique, c'est parce que le Rwanda s'est donné les moyens d'avoir une armée puissante. Exactement. Et aujourd'hui, le Rwanda peut intervenir au Mozambique en RCA. Oui. Si vous permettez, retenez donc que le pouvoir est au bout du fusil. Même les Américains, s'ils n'avaient pas la domination militaire sur le monde, ils ne seraient même plus première puissance économique. C'est parce qu'ils savent comment mater les gens en utilisant leur armée. Quand vous n'êtes pas d'accord, ils vous mettent sous embargo, vous êtes déjà affaibli, ils vous envoient les djihadistes, on vous mate comme on veut parce que le pouvoir est au bout du fusil. Ils ont compris ça. C'est pour ça que nous, les Africains, nous devons faire attention. Mais le plus grave encore, c'est que notre société a été complètement déstructurée. D'abord avec le système de la plantation, avec l'esclavage, puis la colonisation, on a cassé la colonne vertébrale de notre société. En tant qu'homme, si vous n'avez plus de colonne vertébrale, vous ne pouvez pas marcher.
Et la colonne vertébrale de notre société, c'était la spiritualité négro-africaine. C'est cette spiritualité, en se fondant sur cette spiritualité, qu'on pouvait être un peuple fier et revendiquer l'authenticité africaine, l'entente africaine, pour résister au système de domination. C'est ce qui fait par exemple que lorsque les Américains vont en Afghanistan, ils peuvent faire la guerre, même s'ils font un siècle, les Afghans ne seront jamais soumis. Les talibans combattront jusqu'à tuer le dernier. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est-à-dire, nous sommes un peuple soumis, dominé et soumis. Il faut donc d'abord cesser d'être un peuple dominé et soumis. Il faut être insoumis à la domination. Et pour être insoumis, il faut se réapproprier la culture africaine, la base. Et cette réappropriation passe par ce qu'on appelle l'acquisition de la conscience historique. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons perdu. C'est pour ça que j'ai dit, nous les Africains, nous ne devons pas raisonner en dehors de l'histoire. Et cette conscience historique, pour chuter, a 3 phases. D'abord, c'est la conscience du passé. Que connaissons-nous de l'histoire des civilisations africaines depuis le fondement? C'est-à-dire depuis la Nubie, l'Égypte, les grands empires, même quand on fait la politique. Même quand on veut parler du droit, même quand on parle de la médecine. Qu'est-ce que nous avons gardé de tout ça? Ça veut dire que nous n'avons pas de conscience historique. Que retenons-nous aussi, d'un point de vue du passé, c'est-à-dire des mécanismes de domination qui ont été, utilisés pour soumettre le continent, pour nous réduire en esclavage. Les gens te diront que c'est la volonté de Dieu, mais ça veut dire que nous n'avons pas de conscience historique. Laissons Dieu au ciel. Les problèmes qui se posent aux hommes sont causés par des hommes et c'est à nous de résoudre nos problèmes, en réalité. Donc, il faut donc avoir peur de l'histoire, peur que les gens ne reviennent nous coloniser comme ils le font là maintenant, peur qu'ils ne reviennent nous réduire en esclavage, en réalité. C'est pour ça qu'il faut avoir la conscience historique. Si on a donc cette conscience de l'histoire, présentement, on essaie de structurer. Et structurer comment? En dépensant non seulement le cadre des micronationalités, mais aussi des États fantôches nés de la colonisation, qui ne peuvent pas résister. Comment voudrez-vous qu'un État comme le Cameroun résiste à une puissance comme la France? Je vous ai dit, le pouvoir est au bout du fusil. La France n'a qu'à envoyer son armée, n'importe quel gouvernement, on va se soumettre. N'importe quel gouvernement. Mais si nous dépassons ce cadre-là, nous formons un État continental. C'est pour ça que la construction des États-Unis d'Afrique, ce n'est pas un slogan politique, c'est la condition de l'indépendance des Africains. Cette année, voyez-vous, on sera au moins la 4e puissance du monde. C'est-à-dire à la naissance, on n'a même pas encore fourni d'efforts en termes de PIB, en termes de puissance militaire, en termes de ressources, en termes de population. En 2050, un habitant sur 4 sur Terre sera africain. En 2100, ce sera un habitant sur 3. Ça veut dire que le tiers de l'humanité sera africain en 2100. Mais quels sont les moyens que nous utilisons donc pour accompagner cette dynamique, pour libérer l'Afrique? Donc nous devons donc tendre. Je vous ai parlé du passé, je vous parle du présent, dépasser ces cadres-là, et je vous parle du futur qui est la construction d'un État panafricain pour échapper au système de domination, avoir le contrôle réel sur nos ressources. C'est ce que moi je peux dire. Edmond Katé, on a fait le bilan de relations Afrique-France. On se rend compte qu'on n'a pas beaucoup bougé. Bien au contraire, le sentiment qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des espaces de liberté entre griffes qui sont grignotés. Il faut bien changer le paradigme. Nous sommes dans l'analyse des solutions palliatives ou, si vous voulez, proposition des alternatives par rapport à ces sommets France-Afrique. Des idées ont été mises. Il a parlé de la construction d'une armée panafricaine. Il a parlé de la construction des États-Unis d'Afrique. Alors, la conscience historique. La conscience historique. C'est très important. Comment on fait pour y arriver? Parce qu'en réalité, lorsqu'on en parle, on a encore beaucoup d'Africains, je ne vais pas reprendre ce que disait le docteur Seyou tout à l'heure, qui ont le sentiment que ce sont des idées, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'utopie, de rêve. Comment on y parvient? Je suis très d'accord avec toi. Comment on y parvient? À cette question-là, je vais répondre en disant tout simplement que, grand frère, Macron a réussi son jeu. Parce que le sommet, le Comedy Show de Montpellier, si vous voulez, avait un but. C'était de casser la dynamique qui monte en Afrique. Cette dynamique qui devait servir de noyau fédérateur. Parce que Macron ne dit pas qu'il y a un sentiment anti-français au Cameroun, ou au Tchad, ou au Mali. Il dit en Afrique. Ça veut dire qu'il y a déjà au moins un élément fédérateur qui fédère la jeunesse africaine.
nous ne voulons plus des pratiques france-africaines. À partir de là, il devait marquer le deuxième pas. Comment on fait? Quels moyens on se dote pour se débarrasser de la France? C'est donc pour empêcher qu'il ne marque ce pas, qu'il ne se retrouve et qu'il trouve les moyens justement de se débarrasser. C'est pour ça qu'il faut casser la dynamique. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit que Macron a au moins réussi son coup. Parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez que les Africains sont hyper divisés. C'est le principe du diviser pour régner. Sankara disait, il y a 3 choses qui ne se donnent pas. 3 choses qui ne se négocient pas, qui ne se quémandent pas. La liberté, l'indépendance et la dignité. Exactement. Ces 3 choses ne se donnent pas. Ces 3 choses ne se négocient pas. Ces 3 choses ne se quémandent pas. Et donc, partant de ce postulat, le simple fait que les victimes africaines répondent à l'invitation du bourreau à Montpellier, c'est acter le paternalisme, c'est lui dire, si tu ne fais rien, nous ne sommes rien. C'est acter le paternalisme. Donc, il n'aurait même jamais dû répondre à cette invitation. Cette invitation en elle-même, c'est une imposture et c'est signer davantage, n'est-ce pas, c'est confirmer l'acte de naissance du paternalisme de la France-Afrique. On n'aurait jamais dû se retrouver là-bas. Les jeunes Africains qui sont partis, je vous l'ai dit, sélectionnés par la France. Parce qu'il n'y a pas eu une critériologie qui disait, bon, il faut qu'on aille discuter de nos problèmes. Quels sont les jeunes les plus représentatifs? On n'a pas fait cela. Évidemment, vous exagérez quand même. Les doléances qui ont été portées par ces jeunes-là, elles étaient assez pertinentes, non? Ça relevait de la comédie. Les doléances étaient pertinentes, mais il y avait erreur sur l'autorité adressataire. Puisqu'il n'est pas légitime pour traiter des questions africaines. Non seulement sur l'autorité adressataire, mais je dis, c'était quelque chose, c'était une comédie, c'était une scène de théâtre bien préparée. Lorsqu'on pose la question à Macron, par exemple sur le franc CFA, il dit quoi? Il renvoie la balle sur les chefs d'État africains. C'est une façon de vous dire, voilà la cible, voilà votre bourreau. Alors qu'il sait pertinemment dans quelles conditions le franc CFA a été créé avant même que ces chefs d'État, le franc CFA a été créé en 1945 par De Gaulle. Et tel que c'est structuré, ce n'est pas les chefs d'État africains, du moins ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont structuré ça ainsi. Ils n'ont jamais, ils ne savent même pas comment le franc CFA... Ils n'ont même pas leur mot à dire. Ils n'ont même pas leur mot à dire. On a tué Sylvio. Je vous dis, Silvano Olympio au Togo, le 13 janvier, il écrit une lettre à la France pour lui dire que le 15 janvier, je veux qu'on se retrouve pour que moi je sorte du franc CFA. Le 13 janvier, il est tué 2 jours avant. Un peu comme Modibo Keïta. J'ai l'intention de fermer la base française, militaire française au Mali. 2 jours après, il est tué. 2 jours avant. C'est pas le hasard. Il est tué. Donc, vous comprenez que, et vous allez voir que je vous parlais tout à l'heure de Mitterrand, qui réunit les chefs d'État en 90 à la Baule et leur tient un gros discours sur la démocratie, alors qu'en 87, il manœuvrait dans l'ombre pour qu'on assassine Sankara, qui était porteur d'une véritable dynamique, n'est-ce pas, démocratique et révolutionnaire en Afrique, et qui allait dans le sens justement de remettre à l'Afrique sa dignité, son indépendance et sa liberté, sans lesquelles vraiment il n'y a aucune perspective de construire une nation. Parce que si vous enlevez à une nation ces 3 concepts, liberté, indépendance et dignité, il n'y a plus rien. C'est une coquille vide. Et donc, la France qui a compris cela, comme je vous l'ai dit tantôt, a essayé de mettre en place un mécanisme de dupe, un mécanisme de dol, de tricherie. C'est ce qui s'est passé à Montpellier. C'est-à-dire, on continue de vous duper, on continue de construire un discours dolissif, on continue de faire un discours de tricherie. Et ça a au moins le mérite de diviser les Africains. Parce que si on n'est pas unis, il parlait tantôt, n'est-ce pas, de faire fi des micronations. En réalité, comment pensez-vous que le Cameroun, sans le Gabon, sans le Tchad, sans la Centrafrique, sans les autres pays, va pouvoir faire face à une nation comme la France, qui manœuvre de manière militaire, de manière financière, de manière stratégique et tout, qui a tous les moyens? Qui pensez-vous? Non, laissez vos chefs d'État tranquilles, même si c'est moi
Je ne peux pas. Je vous le dis, je ne peux pas. Et personne ne peut le faire. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, en Centrafrique. Peut-être que les gens ne connaissent pas très bien ce qui s'est passé en Centrafrique. Je dois vous dire que M. Le Drian, c'est quand M. Le Drian arrive, le jour de l'investiture de Touadéra, il lui annonce qu'ils vont retirer leurs forces. Touadéra lui dit, mais ça ne se passe pas comme ça, vous ne pouvez pas m'annoncer ça comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'il savait très bien qu'il venait de réarmer, la France venait de donner une forte logistique aux rebelles centrafricains. Exactement. Monsieur Touadéra quitte le même mois, il va rencontrer François Hollande. Ils font un point de presse. François Hollande confirme que les forces françaises ne vont pas quitter Centrafrique. Le mois qui suit, Le Drian revient en Centrafrique, dit à M. Touadéra que voilà, je suis venu pour signer, n'est-ce pas, le départ de nos forces. Monsieur Touadéra, qui n'a pas de choix, il est obligé de rentrer voir M. Macron le jour, parce que c'était à la fin de la mandature de François Hollande. Dès que M. Macron est élu, M. Touadéra va le voir et il dit à M. Touadéra, non, écoute, même si je ne peux pas maintenir les forces, je veux au moins donner des armes à l'armée centrafricaine. Il lui promet 1700 armes. Et après, il lui dit, je ne peux plus te les donner parce que la Russie a bloqué, n'est-ce pas, par une résolution au Conseil de sécurité. Lorsque M. Touadéra va donc à l'occasion, n'est-ce pas, du sommet de Sochi, lorsque M. Touadéra rencontre donc le ministre Sergei Lavrov, il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous bloquez qu'on me donne les armes alors que j'ai fait face à une rébellion? Il dit, mais de quelle arme il s'agit? Il dit, non, nous avons dit que la France ne pouvait pas livrer conformément, n'est-ce pas, aux dispositions du Conseil de sécurité, les armes qui ont déjà versé du sang, parce que c'était des armes somaliennes, ce qu'on avait saisi entre les mains de Chebab, on ne peut pas servir les mêmes armes à un autre pays. Et quand il s'en va voir la quantité d'armes, il se rend compte que c'est 1700 armes. Il lui dit, mais attends, de quoi est-ce qu'on parle? Ça va te servir à quoi? C'est à peine tu peux maintenir la sécurité dans une ville avec ça. Décide donc de lui donner des armes et des vrais. Cette fois-ci, c'est Macron qui s'y oppose. Alors, dites-moi un peu, vous pensez vraiment que dans cette dynamique, c'est Macron qui s'y oppose? Parce que là, séance tenante, M. Sergei Lavrov décide d'appeler Vladimir Poutine et de lui poser le problème. Poutine lui dit, mais non, on va lui donner des armes et des vrais. Et le double. Et le double, et même plus. Et cette fois-ci, on va m'envoyer des instructeurs pour que ça ne bloque pas, au Conseil de sécurité. On va non seulement lui donner les armes, mais des instructeurs. Cette fois, c'est la France qui écrit une résolution au Conseil de sécurité pour bloquer. Alors, c'est pour vous dire que la France manigance pour qu'effectivement, l'Afrique francophone, du moins, n'ait jamais sa liberté, son indépendance et sa dignité. Et je vous dis pourquoi. Pour la France, pour ceux qui pensent que c'est un jeu, pour la France, c'est une question de survie. Parce que la France, imaginez-vous aujourd'hui, la France qui est une puissance nucléaire sans avoir une goutte d'uranium dans son sol. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on dise à la France d'acheter au moins de l'uranium pour ravitailler ses centrales électriques. C'est EPR. Imaginez-vous que la France doive payer l'uranium qu'il puise gratuitement au Niger et au Mali. Imaginez-vous que la France doive seulement payer, mais c'est toutes les industries françaises qui vont fermer, parce qu'on va fermer toutes les centrales nucléaires, n'est-ce pas, électriques en France, et c'est toutes les industries françaises qui vont fermer. Alors, donc c'est une question de survie pour la France, et c'est pour ça que j'ai aimé un chemin que quelqu'un a pris, que ce qui s'est passé à Montpellier, en réalité, c'est le lion qui invite la gazelle pour lui demander de discuter, n'est-ce pas, de son menu, de son nouveau menu. Et c'est là où quelqu'un disait, il faut faire très attention, quelle que soit son agilité intellectuelle, et là je m'adresse au grand frère Bembe, quelle que soit son agilité intellectuelle et sa force de persuasion, il n'appartiendra jamais à la gazelle de convaincre le lion, de le dissuader, d'abandonner la chair fraîche pour s'accommoder à l'herbe fraîche. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Et donc, aller à Montpellier, pour moi, c'était une comédie. Vous ne pouvez pas demander à la France d'abandonner la même mise qu'elle a sur toutes les ressources africaines qui lui permet d'être une grande puissance, d'abandonner la terre rare. Aujourd'hui, la guerre au Mali, c'est une question de terre rare. Parce que la France est lancée dans une technologie, n'est-ce pas, de sources alternatives d'énergie. Et cette terre rare se trouve au nord Mali. Donc vous comprenez un peu le niveau des enjeux. La France aujourd'hui est dans une nouvelle technologie parce qu'il y a une course entre Tesla en Chine et la France pour les nouvelles batteries, n'est-ce pas, des voitures électriques. Vous savez qu'à d'ici 2050, tout le monde va abandonner les voitures que nous utilisons. Alors la France ne peut pas se permettre de sortir de cette course.
Vous comprenez les enjeux. Ok. Et donc, il faut que les gens comprennent ce qui se discute là sur la table. Alors, docteur Etienne Seigneur, il est donc clair qu'on ne va pas attendre que la France puisse trouver les moyens à mobiliser vis-à-vis ou bien en faveur des Africains pour leur permettre de régler un certain nombre de problèmes parce que effectivement, elle est dans une logique de survie, comme le disait Edmond Kell tout à l'heure. Cela veut dire concrètement qu'il nous revient à nous, Africains, de trouver des mécanismes, de mobiliser les moyens qui nous permettent donc de sortir de ce paternalisme-là. On a commencé à y mettre un certain nombre d'idées sur ce plateau. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Bien. Il a évoqué par exemple la question de la Constitution, il a parlé de la conscience historique. Je crois que c'est un élément que vous avez commencé à développer. Oui, j'ai commencé à développer, mais dans la solution, moi je pense qu'il y a une procédure pour en arriver à sortir de ce paternalisme et de l'ensemble de l'emprise de l'Afrique sur la domination française. Mais simplement, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre quel est le principe, quelle est la France-Afrique. C'est quoi d'abord la France-Afrique? Le président Bongo disait quelque chose qui résumait un peu l'esprit. C'est de ce que c'est que la France-Afrique, parce qu'il a été un des piliers de la France-Afrique avec Houphouët-Boigny. Il disait, la France sans le Gabon, c'est une voiture sans carburant. Et le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur. Donc la France conduit l'Afrique, mais elle conduit l'Afrique avec le carburant de l'Afrique. Vous voyez un peu, donc la France conduit, mais c'est l'Afrique qui est le carburant. Et il faut comprendre l'histoire. C'est l'architecte de la France-Afrique, c'est le général de Gaulle, autour des années de l'indépendance. De Gaulle dit ceci, la France ne peut pas être une puissance militaire si elle n'est pas indépendante sur le plan énergétique. Il faut les ressources. Mais ces ressources-là, comme son sous-sol est pauvre, c'est en Afrique. Donc voilà la base. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Donc tant que nous n'allons pas comprendre qu'elle ne vient pas ici, elle vient pour les ressources. Un territoire qui n'a pas de ressources n'intéresse pas les grandes puissances. Il y a des pays dans ce monde où vous n'entendez jamais parler à la radio. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Donc, les puissances sont incapables de créer des États. Je vous prends l'exemple des États du Moyen-Orient, l'Irak et les autres. Winston Churchill disait qu'on a créé l'Irak à partir de 3 puits de pétrole. On a découvert 3 puits de pétrole, on a tracé des frontières, on a dit voilà un État. Donc cet État, c'est d'enveloppe juridique. Parce que pour exploiter les ressources, il faut des concessions, c'est-à-dire des autorités établies qui vous disent, bon, venez prendre, avec qui on va faire les contrats. Donc on crée dans un État, on met un chef, et on dit, bon, aide-nous à prendre les ressources. Un peu comme la Zawa. Voilà. Donc, et comme la France, elle veut exploiter les ressources dans d'autres territoires, comme c'était sur son territoire, c'est-à-dire sans presque rien payer, de sorte que ça ne revient pas cher. C'est ce que disait le copain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prendre les ressources comme c'était sur notre territoire. Donc c'est ça. Voilà donc comment cette infrastructure-là va créer donc ce qu'on appelle la superstructure idéologique. À partir de l'infrastructure qui sont les matières premières, on crée une superstructure idéologique politique. Si le chef d'État qui est là ne veut pas marcher, on l'enlève. On met l'autre qui veut marcher comme on veut. Voilà le chemin. On l'a vu au Niger avec Tamja. Oui. Lorsque Tamja a demandé qu'on paye son uranium au juste prix normal. Parce qu'à l'époque, la France prenait l'uranium à 70 francs CFA et allait revendre à la Chine à 220 francs CFA. Et Tamja qui dit, mais attendez, faisons quand même 50-50 sur les 220 francs, donc donnez-moi au moins 125 francs. Voilà. Sarkozy est allé là-bas, il a fait un voyage en 48 heures pour aller dissuader Tamja. Lorsque Tamja a refusé, nous savons ce qui s'est passé. Donc c'est ça. Donc maintenant, le pouvoir est au bout du fusil. Là, le chemin c'est quoi? Non, nous, on n'a pas besoin de fusil contre la France, parce que si on va avec la fusil, on ne s'en sortira pas. Puisque même l'Algérie qui a fait la guerre contre la France, c'est pas militairement qu'elle a gagné, c'est parce que le rapport de force était puissant avant que le FLA a contraint la France à une négociation. Voilà, vous parlez de la guerre de l'indépendance. Voilà, de la guerre d'indépendance de l'Algérie. La France, on a accordé à la France d'exploiter le pétrole de l'Algérie pendant 4 ans encore, et puis elle part. Voilà la concession que le FNA a pu avoir de la France. Donc on ne peut pas battre la France militairement. Mais le problème c'est que il faut comprendre le jeu. Donc la première étape d'abord, il a bien dit, c'est vos dirigeants. C'est vrai en réalité. C'est-à-dire que, mais sauf que c'est la France elle-même qui met ses dirigeants. C'est ce qu'il a choisi. Voilà, qui les choisi. Non, c'est pas vrai. Donc ça, non, c'est vrai d'une part, parce que c'est eux nos chefs. Donc si on réussit à mettre ce que nous avons choisi,
pour nos intérêts, parce qu'en politique, il faut savoir qu'on défend les intérêts de ceux à qui on doit le pouvoir. Si je dois mon pouvoir à mon peuple, c'est lui que je sais. Si je donne mon pouvoir à un puissant étranger, je sais la puissance étrangère, c'est normal. C'est normal. Donc, il faut donc mettre des chefs d'État qui ont une légitimité populaire et qui sont donc obligés de servir l'intérêt et commencer un processus de coupure du cordon ombilical avec la métropole. Cela passe donc par quoi? Par des élections. Des élections, suivez le processus électoral, de sorte qu'il n'y a pas que le président qui sort des urnes soit celui qu'effectivement on a choisi. Et maintenant, ceux qui sont déjà là et qui veulent se lancer dans l'optique de cette coupure du cordon ombilical, là, les soutenir activement, populairement. C'est le peuple qui doit faire ça. C'est une révolution qu'il faut faire, c'est le peuple. Mais avec des leaders qui ne seront pas des leaders corrompus. Parce que la plupart du temps, quand un leader africain naît sur la scène politique et qu'il a un peu une vision, après on ne comprend pas comment il change. C'est la corruption. Ouais, il a acheté. C'est la corruption. Parce que l'Occident a toujours su corrompre le noir. Donc il faut ce genre de leaders là qui vont d'abord donc mettre à la tête des gens légitimes, qui ont une légitimité populaire, qui vont avoir un programme donc axé sur la rupture du cordon, ce cordon ombilical là. Mais sachant ceci, on ne pourra pas le faire sans l'aide d'une autre puissance. Vous voyez, une autre puissance. Et c'est pour ça que l'arrivée de la Russie constitue une sorte d'espoir pour l'Afrique. Comme pendant la guerre froide, même la Chine ne s'est pas libérée sans l'aide d'une autre puissance. La Chine a eu le soutien de l'Union soviétique. La Corée, même chose. Le Vietnam, même chose. Donc on ne peut pas le faire sans l'aide d'une puissance. Mais sauf que quand on reçoit l'aide d'une puissance, faut pas dormir sur son laurier. C'est-à-dire que l'Union soviétique a aidé la Chine. À un moment donné, Mao a dit, ok, ça va pour nous comme ça, restez, on ne veut plus. Puisque vous avez formé nos gens ici, ça va, maintenant nous allons nous-mêmes gérer nos choses. Nous-mêmes. Le problème, c'est que nos chefs d'État, dès qu'ils voient quelqu'un qui va les aider, ils dorment là, ils ne veulent rien faire pour se libérer, pour que la connaissance, le transfert de technologie vienne en Afrique et reste là. C'est ça la procédure. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sur ce plateau comme solution, esquisse de solution pour se libérer du paternalisme français. C'est vrai que vous n'avez pas à vous mettre d'accord sur la question de la constitution d'une armée panafricaine ou encore sur la mise en place de la construction des États-Unis d'Afrique. La question qui revient très souvent au docteur Achille Bana, c'est comment on arrive, parce que là, dans tous les cas, il est question de construire un rapport de force. Comment construire ce rapport de force? Il y a des éléments qu'ils ont évoqués, la conscience historique, la question de la révolution culturelle et bien d'autres choses. Dans le cas qu'ils viennent d'évoquer là, par exemple, lorsqu'ils parlent du soutien d'autres puissances qui doivent nous apporter un coup de main dans ce processus-là, il faut peut-être analyser, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'exemples qui nous amènent à nous interroger sur la sincérité de l'aide que pourraient nous apporter certaines puissances dans ce processus-là. On se souvient quand même que lorsque la France ou bien les forces françaises sont allées débarquer Gbagbo en Côte d'Ivoire, ou lorsque la France est allée, lorsqu'on a débarqué, lorsqu'on a assassiné Muammar Kadhafi, il y avait eu des résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il aurait fallu que la Chine ou l'Union soviétique, par son veto, bloque cette résolution pour que cela ne soit pas fait. On a eu le sentiment qu'il y a eu une abstention qui avait valeur de quitus pour le faire. Est-ce qu'on peut continuer à compter sur ces puissances-là dans le processus d'émancipation, notamment dans un contexte où on a le sentiment que le monde, ou si vous voulez, mieux l'Afrique, a été mise en coupe, réglée par ces grandes puissances? Merci. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout attendre des autres. Et comme l'a dit Dr Seignou, il faut chercher à conscientiser les masses. Mais moi, j'aime bien prendre l'approche du Japon avec l'ère Meiji. Ça m'intéresse souvent. Le Japon avait un socle culturel très important, un peu et même technique, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas suffisamment de force. Ils sont allés à l'école occidentale, ils ont appris exactement ce qu'ils sont revenus. Et ils sont revenus sur eux et ils ont constitué une armée assez solide et forte. Quand vous voyez quand même lors de la Deuxième Guerre mondiale ce que le Japon a pu faire, vous comprenez que n'eût été les bombes atomiques, je ne pense pas que
l'Amérique ce sera en sorte. D'ailleurs, les 2 bombes atomiques qui détruisent Hiroshima et Nagasaki, en réalité, auraient donné le sentiment que le Japon serait complètement mort. Mais moins de 50 ans après, on a bien vu que le Japon apparaissait comme la deuxième ou non la troisième puissance économique. Et beaucoup, justement, estiment que le fondement, c'était l'ère Meiji, la révolution Meiji au Japon. Donc, c'est un peu ça. Il faut créer une sorte de conscience nationale. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut plus dire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai souvent un problème avec les panafricanistes, je leur dis souvent, vous ne pouvez plus dire aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire avec l'autre. L'autre est déjà en nous. Alors, mais comment est-ce qu'on part de nos réalités, de notre ferment, pour composer avec ce que l'autre nous a apporté et nous devenons un peu plus forts? C'est à partir de ce moment-là que nous pourrions donc apporter quelque chose. Il ne faudra plus tout simplement, comme le disait Senghor, au jour du rendez-vous du recevoir, rendez-vous du donner du recevoir, aller juste jouer les tambours, qui représentent quoi? L'émotion. Aller alors que les autres auront des clarinettes et autres, dont des instruments avant. Il faudra que nous puissions en même temps jouer du tambour et en même temps jouer de la clarinette. La civilisation de l'universel. Pas de l'universel, parce que vous le voulez ou non, le principe c'est que vous prenez, c'est le principe de la localisation. C'est-à-dire qu'il y a une part dans le local, il y a une part du global. Mais vous cherchez à ramener cela, parce qu'aucun peuple ne peut vivre de façon fermée, sinon il n'existe plus. C'est très important pour nous. Et je pense que c'est cette révolution qui est importante. Mais non, si vous allez appeler la Russie, si vous allez appeler la Chine et que vous n'avez rien, mais comprenez que vous avez un lion qui reviendra aussi vous aider à combattre notre lion et à la fin qui pourra vous bouffer. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Moi, je pense que petit à petit, et je suis très content d'être assis autour de moi, il y a plus jeunes, et les gens commencent à prendre conscience. Je vois aujourd'hui autour de moi des jeunes Africains qui, en réalité, ne veulent pas s'inscrire dans les réseaux, comme je vois certains opposants, militants pour le changement, s'inscrire dans les réseaux Bembe, tout simplement parce qu'on voit bien qu'il y a 30 millions d'euros qui sont à l'horizon. Et c'est ça, c'est pour ça que vous voyez, il avait tout simplement raison de dire que Macron a réussi son coup. Il faut pouvoir dire non et se donner les moyens de ce non-là. Mais en même temps, il ne faut pas vouloir rompre de façon brutale. Sinon, l'autre, qui sait que vous n'avez pas encore les moyens de votre politique, peut vous détruire. Il faut procéder par palier, par étape. Et c'est un peu comme ça. Et là, vous reprenez un peu la pensée de Bembe, justement, qui dit qu'on ne sort pas de la France-Afrique comme on saute du lit le matin. Oui, le problème de Bembe, c'est qu'il lui s'inscrit dans la France et non dans l'Afrique. Exactement. C'est ça qui nous dérange. Bembe ne serait pas allé à ce sommet, aurait dit des choses autres que ce qu'on a entendu. Moi, j'ai posté ce matin un certain nombre de ses écrits après le sommet. On se rend quand même compte qu'il cherche fondamentalement à se justifier. Et c'est lui qui nous dit clairement ce que Bembe dit n'est pas faux. Mais en même temps, comme disait M. Kouaté, clairement, vous ne pouvez pas être une gazelle et vous allez vous asseoir avec le lion pour discuter d'un certain nombre de choses. Mais le lion, lui, il est là, le lion bouffe la gazelle et la gazelle doit compter sur ses pattes pour pouvoir s'enfuir le plus loin possible. Il faut donc que chacun utilise ses propres moyens. C'est ça qui est important ici. Alors, une petite précision. Donc, quand je parle d'aider de l'aide extérieure, je pense que c'est les cas de fugues qui se sont observés dans tous les pays qui sont libérés. Il y a toujours un soutien de l'étranger. C'est clair. Vous voyez? Mais le problème maintenant, c'est un soutien que vous allez qui s'inscrit dans le temps. Voilà, pour un temps. Après, voyons un peu, vous prenez le Vietnam, vous prenez la Chine, vous prenez Cuba. Il y a déjà une matrice de base qui permet donc à ces personnes de mobiliser cette aide-là. Non pas, ce n'est pas les autres qui viennent combattre à votre place, mais c'est vous qui combattez, pour vous-même en ayant le soutien. Et le mot soutien ici est très important.
Et le problème chez nous, c'est que La Syrie même. la Syrie, quand vous prenez dans un pays comme le nôtre, où on vient quand même vous donner de l'argent pour construire des stades ou je ne sais pas quoi, et qu'on commence à avoir comme unité de mesure de vol ou de rap dans ce pays le milliard, ça devient problématique. Okay. Il faut être capable d'utiliser cet argent-là pour le bonheur des Camerounais ou des Africains, pour que demain nous puissions être capables de ne plus tendre la main. Très bien. Mais si on va sortir l'émission sur une question, faisons à présent l'inventaire des ressources qui sont les nôtres. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des solutions et des moyens qu'il faut mobiliser. Oui. Ces ressources-là, ce sont lesquelles, docteur Moubeke? Est-ce que ce sont des ressources culturelles, humaines, ou bien il va falloir chercher des appuis financiers ou quelles sont les ressources dont disposent les Africains aujourd'hui pour pouvoir aller pour faire face à ce challenge? La première ressource, c'est la culture. On a parlé tout à l'heure du Japon. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque un jeune japonais se lève et parle le japonais, lorsqu'il part à l'école, s'il fait la littérature, il étudie la littérature japonaise. S'il fait de l'histoire, il va étudier l'histoire du Japon depuis le fondement du Japon. S'il fait de la philosophie, il est dans la philosophie du taoïsme. Même s'il fait Socrate, même s'il fait Sartre, il fait Nietzsche, c'est de manière subsidiaire. La même chose pour un Chinois. Il est dans la pensée confucéenne. C'est pour ça que je vous ai dit que nous, les Africains, on a un problème parce qu'on n'a plus de colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à nous relever. Oh, la colonne vertébrale, c'est la culture qui constitue la colonne vertébrale. Ça veut dire que notre culture d'abord est mise hors du champ des études institutionnelles. On n'étudie rien de chez nous. Nous sommes des Bantous, on n'étudie rien de chez nous. On considère que c'est de la barbarie, nous sommes des êtres sans raison. Vous voyez, la culture, la connaissance, c'est ce que nous importons. Et nous ne sommes pas étonnés qu'une fois qu'on a tout importé, quand on devient grand, on doit aussi aller là-bas. Parce qu'on a tout importé, on nous a dit que rien ne vient de chez nous. Maintenant, ce qu'on a sur la culture, donc, on va penser à la fois l'économie, la politique et, comment dire, même la puissance. Je vais prendre un exemple simple. Prenons d'un point de vue de la culture, la médecine. Dans nos facultés de médecine, imaginez-vous qu'on instaure, on met dans les programmes, dans les curricula, la médecine traditionnelle africaine. Depuis, c'est-à-dire tout ce qu'on a utilisé depuis l'apparition de l'homme là, comment les Africains se sont soignés. On synthétise, on isole les molécules. On sera indépendant du point de vue de la Big Pharma. Oui. C'est-à-dire on ne va plus subir le diktat de la Big Pharma. La même chose d'un point de vue politique. Lorsqu'on parle de la politique aujourd'hui, on fait comme si c'est l'Occident qui a la matrice de la connaissance de la science politique. Mais je dois dire que le pouvoir politique est né en Afrique. L'homme s'étant sédentarisé en Afrique, les premiers empires sont apparus en Afrique. Lorsqu'on parle même dans l'empire, des empires en Europe, c'est à partir de Charlemagne. Or, Charlemagne, c'est 800 ans après le Ghana. Ce n'est même pas après l'Égypte, c'est après le Ghana, 800 ans après le Ghana. Ça veut dire que même quand on fait de la science politique, étudions-nous la science politique africaine? Non. Nous sommes toujours dans le paradigme civilisateur. Or, si nous avons pris le temps d'étudier les institutions et le legs civilisationnel africain, se fondant sur ce legs-là, on prend ce que nous avons connu dans la rencontre avec le grand autre qui nous a colonisés. On synthétise, on serait même imbattable. Même d'un point de vue des théories scientifiques, on aurait matière à réflexion parce qu'on a l'héritage et on a l'innovation de la modernité. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire la première ressource, la culture. La seconde ressource que nous avons, c'est la ressource humaine. Je vous ai dit qu'en 2050, un habitant sur Terre, sur 4 sera africain. L'Afrique aura au moins 3 milliards d'habitants. En 2100, si on continue avec la même dynamique, un habitant sur 3, c'est-à-dire un tiers de l'humanité, sera africain. Mais nous avons de la ressource. Si la Chine domine aujourd'hui, la Chine domine pourquoi? Parce qu'ils sont 1,7 milliard. 1,7 milliard, oui. Et ils sont assis sur leur culture. Si nous le faisons, c'est-à-dire dans moins de 50 ans, dans moins d'un siècle, l'Europe viendra demander de l'aide à l'Afrique. Parce que l'Europe n'est même pas un continent. C'est une presqu'île attachée à l'Asie. C'est pour ça qu'on parle de l'Eurasie. Mais comment les gens comme ça peuvent vous dominer? La troisième ressource, c'est le territoire. Oui. L'Afrique a un territoire de 30,5 millions de kilomètres carrés. Le plus grand. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenons un pays comme la RDC. Pratiquement 2,4 millions de kilomètres carrés. Ça prend la superficie de l'Espagne, du Portugal, de la France et de l'Allemagne.
Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays comme la RDC. Mais regardez qui domine la RDC, la Belgique. Est-ce que vous imaginez un peu? Tout simplement parce que nous n'avons pas de colonne vertébrale. En réalité, nous marchons, on a effacé de nous la connaissance, c'est-à-dire ce qui était l'essence même. C'est pour ça que nous sommes un peuple dominé et soumis. Et à la place de cette connaissance, de cette spiritualité fondamentale qui amène à créer, à innover, mais parce que c'est ça notre être, on a remplacé par la culture générale. C'est ça notre problème du Val. Donc je vais d'abord m'arrêter à ces deux ressources, les autres pourront embrayer. Sur cette question-là, Edmond Kiaté, les ressources dont dispose le continent africain, j'ai souvent entendu des analystes indiquer que l'Afrique est comme un mendiant assis sur une mine d'or. C'est vrai. Ça ne souffre de rien. Il a parlé de la RDC. Si vous voyez ce qui est fait de la RDC aujourd'hui, qui est un pays complètement déstructuré et presque incontrôlable, c'est tout simplement parce que c'est la RDC à elle seule qui dessert en termes de matières premières toutes les industries informatiques et électroniques dans le monde. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, la RDC à elle seule. Et comme personne ne veut payer le prix, le juste prix pour pouvoir exploiter parce qu'il y a une certaine désorganisation sociétale, politique et même, je dirais, diplomatique. Entretenue. Pas les puissances. Justement, ces grandes industries occidentales qui opèrent dans le secteur informatique et électronique ont saucissonné la RDC en plusieurs empires de guerre et où ils font régner des seigneurs de guerre. Et vous allez voir qu'en RDC, il y a, n'est-ce pas, des avions qui atterrissent tous les jours et décollent sans que le pouvoir central ne soit au courant. On a créé des pistes dans la brousse où les gens viennent, embarquent qui du plutonium, qui de l'uranium, qui du coltan, qui, n'est-ce pas, toutes les terres rares que vous voulez, et ils vont s'en servir. Le gouvernement central n'est même pas au courant. Et donc, on a toutes les ressources qu'il faut. C'est pour ça que quand vous parlez d'un truc comme le Comedy Show de Montpellier, vous voyez des jeunes, 3000 Africains qui se sont retrouvés là-bas. Personne n'a posé la question véritablement de l'industrie africaine. Pourquoi? Si vous posez cette question de l'industrialisation dans nos pays, Macron ne peut pas répondre. Parce que nous savons tous ce que les entreprises françaises font chez nous pour garder le monopole et empêcher que n'émerge, n'est-ce pas, une solution locale pour les remplacer. Ils ne vont jamais l'accepter. C'est pour ça que je dis toujours que cette histoire, cette farce-là qui s'est déroulée à Montpellier et auquel certains Africains ont cru, finit de me convaincre que l'Africain plonge toujours dans le sentimentalisme et refuse le rationalisme. Parce qu'un homme rationnel comprendrait que je ne peux pas... la victime ne discute pas avec son bourreau. Le violé ne discute pas avec le violeur de comment faire pour que tu ne me violes plus. Ça ne se discute pas. C'est des choses qui ne se discutent pas. Et donc, tu as parlé de l'aide tout à l'heure. Là, il faut convoquer la sagesse africaine. La sagesse africaine disait que quand quelqu'un vient t'aider à bâtir ta maison, ne lui remets pas la truelle et la pelle. Oui. Et tu restes derrière. C'est ça. Ne lui remets pas la truelle et la pelle et tu restes derrière. Ça, c'est la sagesse africaine. Et la sagesse africaine disait également, ne constitue pas ton menu du jour. Ne fais pas de ton menu du jour du poisson alors que tu ne connais même pas la route qui mène à l'eau. Oui. C'est ça le problème avec l'Afrique. Et là où je suis d'accord avec lui, nous avons tout importé, y compris le socle de pensée, l'idéologie, le socle idéologique, nous les avons pensés, nous les avons importés. Et c'est pourquoi moi je continue de dire, pourquoi est-ce que nous continuons de nous casser la tête avec cette histoire de démocratie? Non, nous pouvons sortir de ces chemins-là. Pourquoi? Et je suis d'accord avec lui qu'il faut questionner fondamentalement l'histoire et la culture pour voir est-ce qu'avant, il n'y avait pas de modèle de gouvernance des sociétés africaines. Elle reposait sur quoi? Comment les améliorer? Et là-dessus... Encore que cette démocratie-là même, elle est d'origine africaine. Elle est africaine. Et donc, je veux dire qu'on peut définir à nous des modes de gouvernance, même si on emprunte quelques éléments de l'extérieur. On peut, mais que le pilier soit ce qui vient de chez nous. Et c'est là où, quand vous voyez pourquoi je convoque la sagesse africaine, quand on dit ne fais pas
n'est-ce pas, de ton menu du poisson alors que tu ne connais pas le chemin qui mène à l'eau. C'est tout simplement pour dire quoi? Quel que soit ce que tu dois mettre en place comme mode de gouvernement, le pilier, ça doit emprunter des éléments endogènes, locaux. Ça doit être de chez toi. C'est-à-dire tu peux décider que mon menu, c'est le condré, je dis n'importe quoi, parce que le plantain se trouve chez moi. J'élève ma chèvre derrière ma maison. Maintenant, pour épicer un peu, je peux prendre quelques ingrédients qui viennent de n'importe où. Sans ces ingrédients, je mange. Ces ingrédients viennent juste épicer un peu plus, n'est-ce pas, je vais dire mon plat du jour. Mais si ce n'est pas là, je vais continuer de manger. Je m'en voudrais de sortir de cette émission sans aborder un autre point. Vous savez, j'ai compris, et c'est le grand frère qui le disait tout à l'heure, lorsque nous avons porté des critiques vis-à-vis du grand frère Achille Mbembe, les gens nous ont opposé la haine, la jalousie et même l'envie. Donc il faudrait que je leur dise, à ceux qui répondent comme ça, que ceux qui font preuve, n'est-ce pas, d'obtusité d'esprit et même d'étroitesse d'esprit, sans ostentation hégémonique et sans invective, il faut que je le précise, Mbembe était pour nous, je l'ai dit, il était un peu pour nous le MacArthur, le général MacArthur, n'est-ce pas, de notre combat face à l'impérialisme et face, n'est-ce pas, à tout ce qui nous vient de l'extérieur. Alors, je continue donc de dire que la France a réussi son jeu parce qu'en fragilisant notre général, mais il y a des bandats des troupes. Vous allez voir comment ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Nous avons passé tous les jours à citer Mbembe en référence. Nous avons passé tout le temps dans nos textes, dans nos, n'est-ce pas, dans nos exposés, partout, nous l'avons toujours cité. Nous avons cité, il parlait de son livre, celui qui est le plus le brutalisme, et même cela, comment sortir, n'est-ce pas, de la grande nuit, sortir de la grande nuit. Nous avons toutes ces œuvres-là. Alors, au jour d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement que les gens qui nous portent critique comprennent que le confort intellectuel n'induit pas forcément le confort moral. Et quelqu'un disait, tout homme a un prix, il suffit de savoir, tout homme est vendable, il suffit de définir son prix. Et donc si le grand frère Achille, naïvement, s'est laissé acheter par M. Macron, il faut qu'il comprenne qu'il a créé une débandade. Il n'aurait jamais dû donner sa caution morale, n'est-ce pas, en participant à ce théâtre-là, parce que les effets seront terribles. Et la France a bien compris cela. Il a commencé par fragiliser le combat par la tête. On a détruit notre général. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour reconstituer les troupes sur le terrain, ça va être très difficile. Docteur Etienne Seynou, sur l'inventaire des ressources que l'Afrique doit mobiliser dans ce challenge-là. Oui, on a d'abord la population. Nous sommes nombreux. Mais il faut éduquer la population. Et dans cette éducation, l'Afrique noire précoloniale constitue un champ d'études que nous devons explorer. Comment étions-nous? Comment vivions-nous avant l'arrivée de l'Occident? Ça va servir de repère pour modifier nos systèmes politiques qu'on a actuellement, pour modifier nos systèmes culturels et nous recomposer comme on était avant. Vous voulez faire allusion à quoi? Aux grands empires africains, par exemple, n'importe quoi. Il y avait par exemple une constitution qui existait déjà avant. On avait presque tout ici. Le problème de l'Afrique qui a été la base de nos soucis, c'est que au moment où on évoluait, on tentait de se constituer en puissance. C'est là que l'Occident est arrivé pour nous déstabiliser. L'Occident qui était une puissance militaire. Parce que ce n'est pas la force qui sont entrés chez nous. On n'avait pas encore les moyens militaires. Voilà pourquoi la plupart de nos territoires étaient conquis par la force. Et on avait le rapport de force, le plan militaire était inégal. On ne pouvait pas, malgré nos grands empereurs qui étaient à l'échec Zulu, mais la puissance militaire que l'Occident avait, on n'avait pas. Voilà notre problème. C'était très disproportionné. Voilà, c'était disproportionné. Donc, il faut qu'on retrouve ça, ce repère-là, l'Afrique noire précoloniale, qui constitue un champ d'études et à partir duquel on va retrouver les éléments de la reconstruction de notre identité et de notre histoire. C'est très important, parce que dans tous les pays, vous l'avez dit ici, en Chine, un peu partout, les gens gardent quand même l'essence de leur identité. C'est vrai, il y a des emprunts, il y a ce qui est venu de l'extérieur, qui domine avec le monde qui se mondialise, avec la société planétaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va rompre tout. Donc, le problème est que la Chine, au moment où elle est attaquée par l'Occident, était déjà quand même une puissance. Et c'est ça que ça a été plus facile pour elle de se relever. Mais nous, on était encore, je pourrais dire, adolescents.
Donc, au moment où on se cherchait encore, on est venu on a détruit la colonisation était d'une violence inimaginable. Inouïe. C'est-à-dire que l'Afrique était transformée en un vaste territoire d'exploitation. On utilisait les gens pour travailler, les travaux forcés. Les gens étaient étonnés de comprendre que, mais d'où viennent ces gens qui viennent chez nous, ils changent de façon de vivre, ils nous font travailler de force, faire des trucs, et toute la vie des citoyens était constituée, les gens étaient comme des machines que le système colonial utilisait. Donc ça a été d'une brutalité. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Le système est resté jusqu'aujourd'hui. Docteur Achille Ebana, sur ces questions-là, sur la question des ressources qu'il faut mobiliser, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués. Oui. La liste n'est pas exhaustive. Oui, on a déjà tout dit. Moi, ce que je vais dire ici, c'est, vous parlez de démocratie, je vois tout le monde convoquer la démocratie, mais la Chine est une puissance aujourd'hui au niveau mondial, pratiquement. On parle de la première puissance économique. Est-elle démocratique? Mais au moins, quand le président... Elle a sa démocratie. Elle a sa démocratie. Est-ce qu'un pays comme le Vietnam, qui était exempt il y a quelques années, qui aujourd'hui vient au Cameroun investir, est-ce que c'est une démocratie? Non. Vous prenez les pays du Golfe, est-ce que ce sont réellement des démocraties? Non, moi je pense que... Et je suis d'accord avec Dr Seignou. La première chose, c'est qu'on puisse ramener nos populations à comprendre ce que nous étions. Parce que vous n'aviez pas de passé, vous n'existez pas. Moi, il y a un ami de l'Ouest qui était devant moi un jour, il me dit, vraiment, moi, on me dérange, on me dit de ne pas aller à l'Ouest, et je ne veux plus aller à l'Ouest pour faire le culte des crânes et autres. Je lui ai dit, mais tu es fou. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, non. Ceux qui y vont trouvent toujours la solution à leurs problèmes. Pourquoi tu penses que la solution ne se trouve pas là-bas? Et quelque temps après, il est venu me dire merci. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas perdre nos repères. Première chose, comment conscientiser notre jeunesse. Et c'est pour ça que vous voyez bien que les PASS, les programmes d'ajustement structurel, ont très bien détruit l'Afrique. Pourquoi? Les enseignants aujourd'hui sont les personnes les mal payées au Cameroun, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enseignant... Si vous détruisez l'éducation d'un pays, vous avez détruit, c'est fragiliser réellement notre colonne vertébrale, première chose. Deuxième chose, il faut penser à l'industrialisation. Est-ce que les accords que l'Union européenne a signés avec le Cameroun, est-ce que l'Union européenne a accepté de signer les mêmes accords avec le Nigeria? Non. Avec l'Afrique du Sud? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que le Nigeria est potentiellement une puissance économique aujourd'hui. Tout simplement parce que l'Afrique du Sud est potentiellement une puissance économique et industrielle. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes partis négocier des choses alors que notre tissu économique était encore pratiquement à zéro. Et c'est pas... vous voyez plusieurs hommes d'affaires camerounais qui se plaignent. Et tous rentrent donc vendre tout simplement la brocante parce que au moins eux ils vont se faire des bénéfices. On a mis en place un bureau de mise à niveau des entreprises. Ah, vous savez, c'est encore de l'entourloupe. Alors, c'est pas le sujet. Non, c'est pour vous dire, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que on ne peut pas prendre un seul axe. Il faut essayer de mobiliser tout ce qu'on a trouvé ici, proposé ici comme solution, pour que nous puissions nous en sortir. Au centre de tout ça, c'est l'humain. La démocratie africaine était beaucoup plus participative, basée sur le consensus, alors que la démocratie occidentale est beaucoup plus exclusive, parce que on met à côté une minorité. Le modèle, vous voyez bien. Ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain. Et c'est ça qui a causé les guerres partout le sud de la Partout. Vous parlez tout à l'heure d'autres éléments à ajouter dans le répertoire des ressources qu'il faut mobiliser sur le continent pour faire face donc à ce challenge de développement. Oui. Permettez-moi, avant de parler d'autres éléments, de revenir sur la question de la démocratie. Assez rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y. D'accord. Si on n'a plus beaucoup de temps, je vais m'arrêter sur les systèmes de production des connaissances. Oui. Il me souvient que lorsqu'on parle des résolutions
à ce sommet. On parle, de la démocratie. La France ne parle pas de la démocratie. Et de financer, un système d'échange d'étudiants. Je ne sais pas si vous avez analysé ce système. On pourrait analyser les deux pour que vous compreniez quels sont les enjeux. Je vous ai déjà démontré que la France ne croit pas en la démocratie. Elle n'a jamais cru et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer à croire. Parlant de l'éducation, il s'agit d'orienter l'éducation des Africains. C'est-à-dire quand les autres vous offrent même les bourses de doctorat pour que vous envoyez vos étudiants à la Sorbonne, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ne serait-ce que prononcer le nom de Cheikh Anta Diop à la Sorbonne, vous pouvez être exclu. C'est une hérésie. Vous ne trouverez personne pour vous diriger une thèse sur Cheikh Anta Diop à la Sorbonne aujourd'hui. C'est pour vous dire que même lorsque nous parlons de la production des connaissances, il faut enseigner aux Africains qu'en réalité nous sommes dans une guerre de civilisation de l'Occident. La science est idéologique. C'est-à-dire qu'on vient par la science. C'est toujours la colonisation. La science viendra légitimer la colonisation. Ouais. C'est pour ça qu'on enseigne dans nos universités que nous sommes des pays pauvres très endettés. Pourtant, ce n'est pas vrai. Les Africains ne sont pas des pays pauvres. L'Afrique, c'est un continent appauvri et maintenu sous la force dans les systèmes de l'économie artisanale. Donc, si nous devons, émerger, nous ne pouvons plus laisser que les autres nous dictent notre système éducatif. Oui. Nous ne pouvons plus laisser que c'est eux qui forment nos cadres. C'est une erreur. Ouais. Personne ne le fait. En réalité, même quand on parle de l'énergie, ça veut dire que quoi? Vous apprenez la technique, mais vous vous formez vous-même. En réalité, vous apprenez la technique. Je vais prendre un cas concret. Prenons le cas d'Haïti. Puisque je vous ai dit qu'on réfléchit dans l'histoire. Lorsque Haïti... 30 secondes, parce qu'on nous fait les grands silences. Lorsque Haïti bat les troupes de Napoléon, l'armée française se retire. Que propose la France à Haïti? Un concordat avec l'aval du Vatican pour envoyer les prêtres prendre l'éducation de la jeunesse d'Haïti. Le but c'était quoi? Ce qui a été perdu par les armes, on le reprend à travers l'éducation. On oriente, c'est-à-dire on vous oriente vers la spéculation gratuite qui n'apporte rien, qui est inféconde en réalité. Ça fait que vous faites du surplace. Et c'est pour ça que nous faisons du surplace depuis. Parce que notre système éducatif n'est pas productif. Nous sommes mal formés. En réalité, nous sommes mal formés pourquoi? Parce que nous sommes formés par ceux qui nous ont colonisés pour nous dominer. Et c'est pour ça que 70 ans après, nous faisons du surplace. L'éducation en 2 secondes. L'éducation telle qu'elle a été conçue aujourd'hui, chez nous en Afrique, c'est tout simplement le prolongement de ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'évoluer pour sortir de l'indigène à évoluer. C'est tout. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci, docteur Achille Evana. C'est moi qui merci. Merci également à vous, docteur Seyou, d'être là sur ce plateau. Merci également à vous, Edmond Katé, d'avoir participé à cet échange. Merci, docteur Philémon Bouquet, d'être venu. Et on va poursuivre la réflexion en vous proposant un ouvrage qui, justement, insiste sur la question des ressources à mobiliser sur le continent. C'est un ouvrage, malheureusement on ne l'a pas sur ce plateau, on l'a oublié quelque part à le maquillage, un ouvrage du prince Koumadoubé III. Ah ouais. L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. Ah ouais. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci. Et à mercredi prochain pour notre livraison de 237 débats. Bonsoir. Bonsoir. Merci.